Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Kinshasa direct sur votre chaîne Télé 50. Comme tous les soirs, nous allons décrypter un des sujets qui défraie la chronique, un sujet qui est vraiment d'actualité et d'éducation, à savoir la gratuité de l'enseignement. C'est reste finalement un poison, un cadeau empoisonné. C'est là un des piliers du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais est-ce que cela est bien encadré? Tous les contours n'exposent-ils pas les enfants à un avenir incertain? Nous allons en parler avec un expert. Il est ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Mabiala Maumba, ce sera notre unique dossier de ce soir dans Kinshasa Direct. Mais avant tout, comme vous le savez, les informations, c'est la tradition sur Télé 50. Et ce soir, les grandes lignes seront présentées par Beden Kenge. Bonsoir. Bonsoir, les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Les questions bilatérales et les grands dossiers africains dont la situation qui prévaut au Tchad étaient au cœur des échanges entre le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ce mardi à Paris. Devant la presse internationale, le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine a réaffirmé son engagement à éradiquer l'insécurité dans l'est du pays, sollicitant ainsi l'appui de la France. Après l'investiture de son gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Samalou Kondé est en fonction. C'était lors de la remise et reprise entre Sylvestre Ilunga et Jean-Michel Sama ce mardi à l'hôtel du gouvernement, présidé par le secrétaire général du gouvernement Albert Ekumbaki. Dans la même foulée, tous les vice-premiers ministres et les ministres d'État ont également procédé aujourd'hui aux mêmes cérémonies avec leurs prédécesseurs. Une semaine après sa proclamation comme chef du comité militaire des transitions, le fils du maréchal Mahamat Idriss Déby a exhorté ses compatriotes à ne pas causer un grave préjudice à la nation par des actes contraires à l'unité, mais à vivre ensemble pour préserver la paix. Il a dit au cours de son adresse aux Tchadiens après les violences qui ont eu lieu dans plusieurs villes du pays dans la matinée de ce mardi. Ces manifestants qui réclamaient le retour à l'ordre constitutionnel ont été dispersés par les forces de l'ordre. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Gloria Mbouya. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Uchukuma. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à Beden Kenge pour tous ces titres qui seront développés comme elle l'a conclu par Gloria Mbouya Muntala à 19h de Kinshasa. Nous allons tout de suite débuter notre tout premier, unique dossier du soir d'ailleurs, avec M. Mabiala Maumba, à savoir la gratuité, cadeau empoisonné ou pas. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Préparez-vous, bientôt, vous allez adorer Télé 50. Simplement congolais. Télé 50 en rouge
et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous, sur Télé 50. Très bientôt. Voilà, tel qu'annoncé depuis tout à l'heure, nous allons commencer ce premier dossier du soir avec Monsieur Mabiala Maoumba qui m'a rejoint. Bonsoir. Voilà, comme on le disait d'entrée de jeu, c'était une mesure saluée qui est venue pour soulager les parents, une mesure qui est venue marquer en tout cas le mandat du président de la République. C'est parmi les décisions les plus fortes prises depuis sa prise de fonction, mais seulement cette gratuité chancelle et risque de poser des problèmes à la longue. D'entrée des jeux, affirmez-vous qu'il y a bel et bien un problème avec cette gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Merci de m'avoir invité. Moi, je ne dirais pas que c'est un problème, je dirais plutôt que c'est une opportunité. Parce que figurez-vous que depuis que la mesure de gratuité a été rendue publique et effective, il y a environ 4 millions d'enfants qui ont regagné l'école ou qui ont été inscrits à l'école et qui, par le passé, ne pouvaient pas le faire. Donc, c'est une mesure salutaire pour les pays en général. Mais cela étant dit, comme vous pouvez l'imaginer, cette mesure a malheureusement des effets pervers. Parce qu'un flux important et non prévu d'élèves signifie des salles bondées. Par exemple, des salles qui recevaient 40 ou 50 élèves reçoivent maintenant 60, 70, voire 80 élèves. Parce que je crois que justement, le problème se trouve à ce niveau-là. On dit qu'il y a beaucoup plus d'enfants. Vous avez parlé de moins 4 millions. Ouais, c'est vrai qu'ils vont à l'école, mais dans une salle bondée, pour quel genre de formation et dans quelles conditions? Ici, il faut citer que ce problème-là, parce qu'à part cela, il y a les moyens qui apparemment n'ont pas suivi, les enseignants qui ne sont pas suffisamment motivés et qui ne donnent pratiquement plus cours. Est-ce que c'est cela l'effet pervers que vous évoquez? Oui, effectivement. Il y a plusieurs effets pervers. Le premier, je viens de le mentionner, des classes bondées, ce qui risque de se traduire par des apprentissages qui se passent dans de mauvaises conditions et donc des apprentissages de mauvaise qualité. En termes simples, c'est qu'on n'a pas de bons résultats, les enfants échouent, ne réussissent pas. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Maintenant, d'autres effets pervers, c'est que les enseignants recevaient de la part des parents un complément de salaire. Et je pense qu'il y a même un conflit assez sérieux entre l'État et certaines congrégations, pour ne pas citer de nom, parce que les enseignants étaient habitués à recevoir un complément de salaire pour compléter ce que l'État avait l'habitude de payer. Et donc, tout cela sont des effets pervers, mais c'est une situation qu'on peut gérer. Et c'est là que moi je suis confiant avec le nouveau gouvernement. Je pense que le nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a une très lourde tâche, de nombreux défis, mais je crois que l'une de ses premières tâches sera d'assainir la gestion du système éducatif. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui était détourné, et si on récupère une partie, la grande partie de cet argent, on peut, je crois, faire face à tous ces problèmes que je viens de révéler. Alors, M. Mabiala, vous êtes expert en éducation et je crois que vous serez d'accord avec moi qu'une telle mesure, d'ailleurs, qui apparemment n'a pas été nouvelle, déjà préconisée à l'époque par Joseph Kabila, mais qui n'a pas suivi vraiment sur le terrain, est-ce qu'il ne fallait pas un tout petit peu une préparation en amont avant de bombarder cela catastrophiquement comme ça sur le marché? Parce qu'on se souvient que c'était à la veille d'une rentrée scolaire, à
quelques jours de la rentrée, la présidence de la République a annoncé que désormais, tous les enfants pourront aller à l'école sans payer. Et l'on a vécu ce qu'on a vécu. La pandémie de coronavirus ne venant pas arranger les choses, on a vécu une année vraiment catastrophique avec les enfants. Vous parlez de ceux qui échouent en masse, mais il y en a aussi à qui l'on attribue des points comme ça au hasard, sans avoir dispensé le cours, ne serait-ce que pour boucler l'année en catastrophe. Je pense que ce n'est plus le moment, très honnêtement, de discuter sur la manière dont la mesure a été prise. Le plus important est que la mesure a été prise. Maintenant, que faire ou que devons-nous faire en tant que nation pour gérer cette situation? J'insiste, cette mesure est une mesure salutaire parce que vous ne pouvez pas imaginer 4 millions d'enfants qui étaient en dehors du système scolaire, qui ne pouvaient pas, à cause des frais de scolarité, qui ne pouvaient pas avoir accès à l'école. C'est très, très important. Je signale d'ailleurs que nous parlons de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Mais le problème n'est pas résolu au niveau secondaire. Et tout à l'heure, je vais en parler parce que c'est très, très, très important au niveau secondaire. Et c'est même beaucoup plus important qu'au niveau primaire. Donc, la question maintenant n'est pas de savoir est-ce que la mesure a été prise au moment opportun ou pas. La question, qu'est-ce que nous faisons pour faire en sorte que cette mesure réussisse? Elle doit réussir. Monsieur Mabiala, vous revenez souvent sur ce nombre, ces 4 millions d'enfants. Oui. C'est vrai, ils viennent à l'école, mais ils viennent dans quelles conditions? C'est qu'ils apprennent. Est-ce que c'est vraiment cela, ce qu'ils devraient apprendre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accepter, de s'humilier, de faire un tout petit peu marche arrière, essayer de recommencer à zéro, peut-être mettre quelques provinces de côté comme Kinshasa, le faire en province ou seulement pour quelques classes, petit à petit, le temps de réunir les moyens nécessaires et de répartir sur des bonnes bases parce que peut-être que rien n'est presse. Au lieu de servir un plat chaud mais pas du tout cuit, pourquoi ne pas attendre que la cuisson arrive jusqu'à la fin? Non mais excusez-moi, mais vous êtes en train de raconter des monstruosités. Vous ne pouvez pas demander à l'État qui a admis 4 millions d'enfants d'exclure certains d'entre eux parce que l'État... Mais si ça ne marche pas? Non, ça doit marcher et ça peut marcher. Je vous le dis très Est-ce que ça ne va pas poser préjudice aux autres qui étaient déjà dans le système? Alors, justement, c'est ça. Il y a un ensemble de dispositions qui doivent être prises pour que ça marche. Et ça doit marcher. Je vais vous expliquer certaines de ces dispositions. Le plus grand problème que ça pose à l'heure actuelle, c'est la motivation des enseignants. Ça, c'est un grand problème. Surtout cela. Oui, non, c'est un grand problème. On a eu des témoignages de ceux, personnellement, je me réserve de citer le nom, moi j'en ai rencontré qui me disent, voilà, moi je touchais $900 le mois et je suis passé de 900 à 150 $. Mon enfant a quitté une école privée pour une école publique, c'est plus le même comportement à la maison. Il dit, vous voyez des enseignants en train de mourir, vous attribuez ça au coronavirus, mais ce n'est pas le cas. On a vraiment basculé brusquement, sans provenir des standings de vie. On se retrouve à ce qui se passe maintenant. C'est toujours à l'enseignant que l'on demande de serrer la ceinture, pas aux députés, pas à tous les autres, mais toujours l'enseignant. Et il se passe ce qui se passe. Est-ce que cet enseignant-là, dans cet état d'esprit-là, peut dispenser des bonnes leçons aux enfants? Alors, justement, c'est ce que je disais. Ça, c'est le plus gros problème. La motivation des enseignants. Parce que, quelle que soit la situation, on ne peut pas réussir un enseignement de qualité si l'enseignant n'est pas bien formé et s'il n'est pas bien motivé. Maintenant, la question de la formation, on va y revenir parce que c'est l'un des gros problèmes que nous avons dans ce pays. Mais la question de la motivation, parlons-y d'abord. Si les enseignants sont bien motivés, malgré le nombre pléthorique d'élèves qu'on enregistre maintenant, on peut quand même s'en sortir. Alors, maintenant, la question fondamentale, où trouver l'argent pour compenser le manque à gagner que les enseignants vont perdre par cette mesure de gratuité. Et c'est là que je disais que c'est très important d'assainir la gestion du système éducatif. Parce que nous avons tous assisté au procès
dernièrement les fonds les fonds de la gratuité, et nous avons vu comment l'argent public est dilapidé. C'est-à-dire, en termes clairs, il y a de l'argent. Maintenant, si nous faisons un effort en tant que nation pour bien gérer cet argent, nous pouvons dégager une bonne partie et répondre aux préoccupations des enseignants. D'après vous, où le Premier ministre, Samalou Kondé, et même le ministre de tutelle de l'EPST devraient frapper en premier pour sauver ce bateau qui est en train de couler? D'abord, les enseignants fictifs, les enseignants et agents fictifs, parce que c'est des milliers. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais directeur d'un projet d'éducation financé par l'Agence américaine pour le développement international, j'ai eu l'occasion d'aller dans les coins reculés, dans les Tanganyika, dans les Nord Kivu, dans le Sud Kivu. J'étais peiné à l'époque de constater qu'il y a des enseignants qui s'est donné corps et âme pour bien faire leur travail. Mais on ne sait pour quelles raisons leur salaire disparaissait entre Kinshasa et leur lieu d'affectation. Non, parce que des fois, il y a des cas que même quand le gouvernement débloque, mais ça n'arrive pas. Exactement. Quelqu'un sur une moto se donne le luxe de disparaître avec. Exactement. Donc, il y a un gros effort à faire sur ce plan-là. L'assainissement de la gestion de fonds alloués à l'éducation en RDC. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que vous savez, j'ai dit à tous les niveaux parce que vous savez que notre constitution décentralise le secteur de l'éducation. En principe, d'après la constitution, les ministères de l'éducation au niveau central a un rôle normatif, c'est-à-dire émettre des normes. Mais la gestion du système revient en principe aux provinces. Oui. Mais comment voulez-vous confier la gestion du système aux provinces dans ces conditions-là? Il faut d'abord qu'on assainisse, qu'on sache exactement nous avons combien d'enseignants, nous avions combien d'écoles, nous avons ils connaissent, nous avons combien d'agents qui travaillent dans les bureaux, ce qu'on appelle les bureaux gestionnaires, c'est-à-dire tous ces bureaux-là qui servent des provinces éducationnelles, comme on dit, qui gèrent un certain nombre d'écoles. Là aussi, il y a des effectifs imaginaires. Et tout cela, chaque mois, c'est de l'argent qu'on perd. Et vous avez entendu l'inspecteur général parler d'au moins 1 million ou 1 milliard, ou je ne sais plus, 1,5 million chaque mois. En tout cas, des nombres qui donnent mal à la tête. Des sommes colossales. Tout à fait. Des sommes colossales chaque mois qui étaient détournées ou qui sont encore détournées. Donc la première, si vous voulez, pour moi, la première urgence, c'est d'assainir la gestion du système éducatif pour récupérer l'argent et mettre fin à cela. Et moi, je prône, si vous voulez, une politique de tolérance zéro, c'est-à-dire même pas un franc ne devrait être détourné à ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Parce que, vraiment, nous parlons de l'avenir de ce pays. Et si nous n'arrivons même pas à assurer l'éducation de base, alors nous parlons de l'éducation de base à nos enfants, que deviendra ce pays demain? Vous parliez tout à l'heure aussi du niveau secondaire. Alors, oui, le niveau secondaire. La gratuité, à l'heure actuelle, s'applique au niveau primaire. Mais au niveau secondaire, la situation est beaucoup plus dramatique. Vous savez, à l'échelle du pays, de l'ensemble du pays, le taux d'achèvement au niveau secondaire est à peine de 31%. C'est-à-dire, en termes simples, sur 100 élèves qui commencent l'école secondaire, il y a à peine 31 qui arrivent jusqu'au bout. Que deviennent les autres? Ils abandonnent. Et pourquoi abandonnent-ils? Les recherches ont montré que sur ceux qui abandonnent, 48% abandonnent à cause de la pauvreté, l'incapacité de leurs parents de payer. Alors vous imaginez, à l'échelle du pays, seulement 31%, mais si je prends les données spécifiques au niveau des différentes provinces, par exemple, je prends les Kasaï centrales, à peine 5% des taux d'achèvement. Il y a des provinces comme les Tanganyika, à peine 6%. C'est-à-dire, sur 100 élèves qui commencent l'école secondaire, à peine 6 élèves arrivent jusqu'au bout.
Tous les restes abandonnent en cours de route. Et la moitié de ces élèves abandonnent parce qu'ils sont incapables de payer le minerval. Alors, c'est pourquoi, en tant que nation, nous devons faire un effort important pour justement résoudre ce problème. Parce que ce n'est pas normal que nous ayons des jeunes qui abandonnent l'école de cette manière-là, sans qualification. J'insiste là-dessus. Ils abandonnent sans qualification. Alors, posez-vous la question, que deviennent-ils ou que deviendront-ils dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Ils n'ont pas eu la chance de terminer l'école secondaire. Ils ont abandonné en cours de route et ils n'ont aucune compétence professionnelle. Ils ne peuvent même pas aller chercher du travail. Et c'est extrêmement important. Et maintenant, je signale, puisque nous parlons des taux d'abandon, je signale qu'il y a un autre problème extrêmement important qui concerne les filles, les jeunes filles. Parce qu'il y a aussi tout un phénomène dans ce secteur-là. Exactement. À partir de l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, il y a beaucoup de jeunes filles qui abandonnent l'école. Et pour 2 raisons majeures. Première raison, mariage précoce. Deuxième raison, des grossesses précoces et non désirées. Et pour vous donner une échelle de grandeur, les jeunes filles de moins de 15 ans, il y en a à peu près 12% qui abandonnent chaque année. À l'échelle du pays, c'est des millions de jeunes filles. Maintenant, si je prends la tranche d'âge entre 15 et 19 ans, il y a 39% des jeunes filles qui abandonnent. Alors, vous voyez, à l'échelle du pays, c'est des millions de jeunes filles. Ce sont ces millions de jeunes filles qui deviennent des femmes analphabètes demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On ne peut pas parler d'autonomisation de la femme si elles n'ont même pas la possibilité de terminer l'école secondaire. Ce qui est très compliqué et ce qui peut-être, la gratuité vient peut-être sauver pour les enfants qui ne terminent pas la scolarité par rapport au manque de moyens. Vous avez parlé d'à peu près 48% d'enfants. Et quant à ce problème de mariage précoce, de grossesse non désirée, quelle serait la piste de solution pour ne plus retomber à cela? Je me souviens avoir lu un communiqué de l'UNICEF, par exemple, qui appelait à la reprise des cours parce que les jeunes filles qui restaient à la maison, les jeunes enfants qui restaient à la maison étaient très exposés justement à des grossesses non désirées et à des mariages forcés, surtout dans les milieux ruraux, dans l'intérieur du pays. Que faudrait-il faire pour éviter, ne serait-ce que rendre à néant ce fléau-là? Il y a plusieurs actions qui doivent être menées simultanément. Si vous deviez conseiller le gouvernement Samuel Kondé ou le ministre... Il y a plusieurs actions qui doivent être menées simultanément. La première catégorie d'actions, si vous voulez, c'est des actions en rapport avec l'éducation sexuelle. Vous savez, la plupart des parents éprouvent de la gêne à parler des questions sexuelles, à discuter des questions sexuelles avec leurs enfants. C'est normal, nous comprenons, nos coutumes, nos habitudes font que c'est des questions taboues. Mais à l'heure actuelle, c'est inimaginable qu'en 2021, nous ayons un nombre si important de jeunes filles qui tombent enceintes et donc leur avenir est en danger parce que justement, ils apprennent sur l'État. Non seulement ils apprennent sur l'État, mais la plupart des filles qui abandonnent l'école parce qu'elles sont tombées enceintes ne retournent pas. Oui, justement, elles ont peut-être compris qu'elles pouvaient tomber enceintes en tombant enceintes. Les parents n'ont jamais évoqué la question. Les parents n'ont jamais évoqué la question, l'entourage non plus, et ainsi de suite. Donc il y a un déficit sur ce plan-là, en famille, mais aussi l'école, mais aussi, disons, la société. Par exemple, les églises, il y a tous les mécanismes d'encadrement social qui doivent travailler ensemble pour assurer une éducation exhaustive sur les questions d'éducation sexuelle. Et les questions d'éducation sexuelle, les parents ont souvent peur de ça en pensant que si on met en place des programmes d'éducation sexuelle, cela
va inciter les jeunes, notamment les jeunes filles, à devenir sexuellement actives. Justement. Ce n'est pas nécessairement vrai. Les recherches ont montré, surtout dans les pays occidentaux, les recherches ont montré que cela ne rend pas nécessairement les jeunes plus sexuellement actifs. Cependant, l'information les aide à prendre de bonnes décisions. Et surtout que s'il faudrait apprendre, il faudrait apprendre auprès des personnes responsables et pas sur Internet, pas dans la rue ou sur des personnes malveillantes. On a beaucoup parlé de la quantité tout à l'heure. J'aimerais que l'on parle maintenant aussi de la qualité de cette formation. Là, vous venez d'évoquer un point essentiel. Qu'est-ce que l'on devrait, par exemple, apprendre aux enfants au niveau de l'école? C'était question d'éducation sexuelle, par exemple. On reproche souvent au programme scolaire congolais d'être vraiment en déphasage. On a des phrases comme quoi Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, qui ne passe plus en tout cas dans l'opinion. On dit à présent que c'est vraiment du n'importe quoi. Et à quand devrait intervenir ce genre de réforme? Quand est-ce on pourrait changer de manuel, essayer d'apprendre autre chose aux enfants, s'adapter justement au monde actuel avec la technologie et tout le reste? C'est un chantier très vaste et urgent, qui a d'ailleurs commencé dans les cadres du plan stratégique de l'éducation, du plan sectoriel de l'éducation, mais qui n'est pas allé très loin malheureusement, en grande partie parce que les moyens font défaut. Mais en tant que nation, je pense que nous sommes arrivés à un moment où nous devons faire des sacrifices pour refonder le système éducatif congolais. Parce que notre système a été conçu dans les années 60 pour servir de besoins précis à l'époque. Tout à fait. Notamment les missions coloniales de l'époque, un peu du copier-coller avec ce que l'on voulait absolument faire croire aux nègres, s'il faut le dire comme ça. Donc on est vraiment le produit calqué. Oui, on est le produit calqué, mais à un certain moment, nous avons quand même pris les choses en main, nous-mêmes Congolais, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur les dos du colonisateur. Ce n'est pas vrai. Les programmes actuels ou même le système tel qu'il fonctionne maintenant date du début des années 60. C'est là qu'on a conçu les systèmes école primaire, cycle d'orientation, des humanités, options laté philo, maths physique, et ainsi de suite, etc. Et puis jusqu'aux examens d'État. Dans les années 67, 68, qu'il y a eu les premières promotions d'examens d'État. Mais ce système n'est plus adapté aux réalités actuelles. Par exemple, rien que sur le plan démographique, on se rend compte que ce système qui consiste à dire on termine l'école primaire, on fait l'école secondaire, puis on va à l'université, ne marche plus. Ne marche plus parce que nous n'avons pas été capables de construire suffisamment d'universités pour accueillir tous les flux d'élèves qui viennent de l'école secondaire. Par exemple, moi je me pose la question, l'année dernière, aux examens d'État, il y a eu à peu près 820 000 candidats aux examens d'État. 820 000. Mais posez-vous la question, si c'est 820 000, combien ont pu être accueillis dans les universités? Si vous prenez tous les instituts supérieurs de la République, toutes les universités de la République, il y en a à peu près 600. Il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup d'universités qui ne sont pas nécessairement... dans toutes les conditions. Dans toutes les conditions. Une fois on a fait le tour, on a découvert des choses. Exactement. Mais nous avons à peu près 600. Mais si vous prenez tous les premiers gradiats, ils ne sont même pas capables d'accueillir 400 000 étudiants. Alors que l'année dernière, il y a eu plus de 800 000 candidats aux examens d'État. Alors, que deviennent ceux qui n'ont pas la chance d'être reçus à l'université? J'imagine par exemple des jeunes diplômés d'État en maths physique, diplômés d'État en biochimie, diplômés d'État latin philo. Concrètement, qu'est-ce qu'ils savent faire? C'est là où on parle de compétences, en termes de compétences. Qu'est-ce qu'ils savent faire qui pourrait leur permettre
de trouver du travail. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'université. Ils ne peuvent pas continuellement rester chez les parents à ne rien faire. Il faut bien qu'à un certain moment, ils soient autonomes, ils deviennent autonomes. Donc, ils doivent s'occuper à faire quelque chose. Et si vous prenez ces jeunes, chaque année, le nombre ne fait que s'accumuler. Et au bout de quelques années, il y a des millions, nous avons des millions maintenant de jeunes qui sont en train de nager entre l'école, les humanités et l'université pas entrée. Ils sont juste dans cette tranche-là. Oui, et sans qualification. Ça, j'insiste. Sans qualification, sans compétences professionnelles. Donc, ils ne peuvent pas, et c'est là qui fait qu'ils ne peuvent même pas, comme on disait à l'époque, travailler comme commis. Oui, à l'époque, les Belges n'avaient pas formé beaucoup de cadres. Ils avaient mis l'accent sur la formation des cadres moyens et sur la formation technique et professionnelle. Et ce qui fait que mon père, pour prendre son exemple, paix à son âme, il n'avait fait que 6 ans primaire. Mais sa formation d'école primaire lui avait, à l'époque, permis de travailler comme commis de l'État, comme agent de l'État. Oui. Mais prenez nos jeunes qui terminent l'école secondaire actuellement. 12 ans. 12 ans de scolarité, justement, 12 ans de scolarité. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en termes de compétences professionnelles? Pas grand-chose. Mais ce n'est pas leur faute, parce que le système a été conçu non pas pour qu'ils travaillent après 12 ans, c'est pour qu'ils aillent à l'université. C'est comme ça que le système a été conçu. Mais nous voyons très bien que c'est un échec, ça ne correspond plus aux réalités actuelles. Sans compter qu'il y en a qui vont à l'université et qui, malgré avoir fini les 3 ou 5 ans exigés encore là-bas, se retrouvent également sans travail, sans compétences professionnelles. Sans travail, sans compétences professionnelles. Parce que là, nous avons hérité d'un système qui met plus l'accent sur le savoir au détriment du savoir-faire. Parce que quand je parle de compétences, je ne fais pas allusion nécessairement à des écoles professionnelles ou techniques. Non, je parle de compétences. Par exemple, si vous faites une licence en droit, à l'issue de votre licence en droit, quelles sont les compétences professionnelles que vous acquérez qui vous permettent d'être opérationnel sur le terrain? Et ça s'applique à toutes les disciplines. Et c'est la même chose au niveau secondaire. Comment partir d'un système où les élèves, ça n'a pas été conçu pour qu'ils aillent travailler. Maintenant, nous nous rendons bien compte qu'ils ne peuvent pas tous aller à l'université. Et ils ne devraient même pas aller tous à l'université. Je vais revenir là-dessus. Maintenant, comment faire en sorte que cette école secondaire leur donne un minimum de compétences professionnelles pour qu'ils soient capables de fonctionner, de travailler en société. Peu importe. Voilà, c'est ça, et c'est ça la principale question, et c'est ça qui doit guider la réforme de notre système éducatif. Parce que les réformes, il en faut. Oui, il en faut, et c'est urgent, de toute urgence. Maintenant, à part cela, il y a un problème majeur, important. J'ai dit tout à l'heure que le système est toujours, un système éducatif est conçu pour répondre aux besoins d'une société. À l'heure actuelle, quels sont nos plus grands besoins? Mais si vous regardez ce que nous consommons, nous mangeons chaque jour, la plupart de ce que nous consommons, nous importons. Mais à un moment, il faudra bien cesser, il faudra bien qu'on commence à produire ce que nous ici sur place, ce que nous utilisons. Il y a un ami qui me disait, mais même le papier hygiénique, on doit importer. Mais nous avons la forêt ici, c'est avec les bois qu'on fabrique le papier hygiénique. Donc nous pouvons transformer les bois pour produire des papiers hygiéniques. Alors qu'on a fait croire à la jeunesse, on a fait croire à l'école, dans l'opinion générale en tout cas, que les métiers, comme vous êtes en train de le dire là, de production locale, ce sont des métiers de la honte dans la société, et que tout le monde devrait finir ingénieur, tout le monde devrait finir avocat, ou docteur au cachet. Mais c'est l'erreur qu'on a commise, et maintenant il n'est pas trop tard pour rectifier, et nous devons le faire le plus vite possible, urgemment, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, chaque année, il y a des millions de jeunes qui viennent sur le marché du travail,
qui n'ont pas de qualifications, qui cherchent du travail. Si nous ne faisons pas attention, dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, la situation va exploser. Donc il faut rapidement... Parce que déjà, c'est justement là que puissent, par exemple, les groupes armés dans l'Est du pays, ces jeunes-là qui ne font rien dans la société, ils sont récupérés en forêt pour accomplir des sales besognes. Donc je disais tout à l'heure qu'il faut, nous devons commencer à produire localement, mais nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée pour produire localement. Nous devons aussi transformer nos matières premières. Et nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée pour transformer nos matières premières. Moi, je me rappelle tout à l'heure, quand j'étais justement directeur du projet dont j'ai parlé tout à l'heure dans les Katangages, je me rappelle, il y a 10 ans, lors du boom minier, on a vu des Chinois et d'autres miniers venir avec des simples ajusteurs. C'est-à-dire, parce qu'ils ne trouvaient pas localement la main-d'œuvre qualifiée dont ils avaient besoin dans les mines. C'est pas normal. Mais donc, nous devons préparer cette jeunesse. Par exemple, l'agriculture. On a parlé du Bukanga Lonzo, on a fait appel aux Sud-Africains. Mais ça, un pays comme le nôtre, il y a des besoins énormes sur ce plan. Nous devons moderniser l'agriculture. On doit sortir des outils traditionnels là, pour arriver à des machines. Nous devons moderniser l'agriculture, et ça, il faut former des gens, des techniciens. Notamment, on a compris, la main-d'œuvre ne manque pas, mais justement, elle n'est pas formée à cela. Oui. On a menti. Et c'est ça qui fait que, à l'heure actuelle, j'ai l'habitude de donner, à l'heure actuelle, même s'il y a des entreprises qui s'installent, beaucoup de jeunes ne pourront pas en profiter. J'ai l'habitude de donner l'exemple de l'annonce qui a été faite dernièrement, les Sud-Coréens qui vont venir installer une usine de montage de véhicules à Songololo dans le Congo central. Mais quand je regarde dans les environs, même pratiquement dans toutes les provinces, je ne vois aucune école sérieuse. Il y a des petites écoles, bien sûr, il y en a, mais je ne vois aucune école sérieuse qui forme de la main-d'œuvre qualifiée dont pourrait avoir besoin cette entreprise. Alors, pour terminer, un dernier conseil pour tout ce que vous avez donné. C'est déjà demain que le travail va devoir commencer. Et pour un laps de temps, c'est un gouvernement de tous les enjeux. Le travail, les résultats sont attendus. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller une fois de plus au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ou encore au ministre des tutelles, je crois M. Tony Mwaba, pour ce secteur de l'éducation nationale? Alors, ce que je pourrais conseiller au Premier ministre ainsi qu'au ministre, c'est de bâtir une sorte d'alliance nationale. Parce que l'éducation est un sujet qui ne devrait pas être politisé. Et si le gouvernement actuel entreprend des réformes, ces réformes ne seront certainement pas terminées au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Il faudrait qu'il y ait une continuité. Exactement. On a l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre vient, tabula rasa, on recommence à zéro, alors que l'on se plaint tous qu'on n'a pas suffisamment de temps. Exactement. Justement. Et donc, pour qu'il y ait continuité, il faut nécessairement que le gouvernement bâtisse une forme d'alliance nationale autour de l'éducation, de telle manière que les réformes qui sont envisagées fassent l'objet de consensus et que demain ou après-demain, quelles que soient les personnes qui vont se succéder à différents postes, quel que soit le gouvernement qui sera en place dans 5 ans, dans 10 ans, que ces réformes se poursuivent, que ces réformes aillent jusqu'au bout. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, c'est important que toutes les composantes de la société puissent contribuer à la mise en œuvre de ces réformes. Parce qu'on ne peut pas nécessairement compter sur l'État. Rien n'empêche ce qu'on appelle les entités décentralisées et même les entreprises de mettre en place des écoles professionnelles. Parce que à l'heure actuelle, s'il y a un vœu que je peux mettre, c'est de privilégier, de prendre l'option en tant que nation, dans les réformes qui sont à venir, de privilégier la mise en place de l'enseignement professionnel et technique. Et l'INPP qui est en place là, ça ne vous convainc pas? L'INPP est un beau modèle. L'INPP est un beau modèle. Je dirais,
qu'il faudrait peut-être multiplier par 100 l'ampleur de l'INPP. Parce que c'est cela qu'il doit faire. Prenez n'importe quel secteur d'activité. On doit avoir des techniciens de très haut niveau. Prenez, si vous voulez, moi j'ai l'habitude de dire, un plombier bien formé peut gagner sa vie, même s'il n'a pas la chance d'aller à l'université. Et je termine peut-être par là en disant, nous avons été élevés, c'est le modèle, école primaire, école secondaire pour l'université. Ce n'est pas nécessaire. Tout le monde ne doit pas nécessairement aller à l'université. Il y a des pays qui fonctionnent avec seulement une infime partie, une minorité qui va à l'université. L'université, c'est conçu pour former une élite dans le domaine pointu, pour faire la recherche, pour occuper des fonctions de leadership, et ainsi de suite. Mais nous avons aussi besoin, et surtout dans la vie quotidienne, des cadres moyens, des techniciens dans tous les domaines. Et ça... Et surtout pour un pays qui veut décoller. Exactement. Pas un pays qui est déjà arrivé. Et ça, c'est le système de l'éducation qui doit nous les donner. Et à l'heure actuelle, malheureusement, l'offre de formation n'est pas satisfaisante. Mais ce n'est pas trop tard. Nous pouvons et nous devons rectifier les tirs. Merci beaucoup, Monsieur Mabiala Maoumba. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Avec vous, on a vraiment eu beaucoup de chiffres, beaucoup de nouvelles, beaucoup de modèles, d'expériences. J'espère que l'émission a été suivie par acquis de droit, c'est-à-dire par les autorités qui pourront faire appliquer ces mesures salutaires, d'abord pour sauver la gratuité de l'enseignement, mais aussi pour sauver la nation, parce qu'il est question de nation. Il s'agit des enfants que l'on forme aujourd'hui, mais qui devront reprendre le flambeau quand les autres ne seront plus là. Et ce n'est pas du tout une question à prendre à la légère. On a compris votre souci et j'espère que les téléspectateurs aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que vous reviendrez souvent pour débattre de cela dans d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue à cette tranche vespérale Kinshasa Direct qui a parlé de ce sujet d'éducation. J'espère que vous y êtes plus, que chacun a pris sa part dans ce plaidoyer de Monsieur Mabiala Maoumba. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez branchés tout à l'heure pour la grande édition du journal de Gloria Mbouya Moutala.